Bonjour à tous. Nous initions la 3e journée du CIMI, donc c'est toujours un marathon, donc c'est notre 5e conférence. Il y en aura encore une autre dans une demi-heure sur un des autres parcours. Et donc ce qui nous invite aujourd'hui à vous voir dans cette salle de conférence dédiée au parcours consommé, c'est une étude que nous allons réaliser à partir de 2022 sur un sujet qui est le suivant. Comment les zones d'activité commerciale peuvent-elles devenir des futurs quartiers du quart d'heure? Je reprends mon souffle, j'ai couru. Pardon. Elle est bonne normalement. C'est bon. Quelques mots sur Arpasens, assez rapide parce que j'aimerais aller assez vite sur le sujet de l'étude. Donc Arpasens, nous sommes une société de conseil en immobilier qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Et notre vocation, elle est d'accompagner les transformations de l'immobilier. Et Arpasens est depuis quelques années, depuis plus de 4 ans aujourd'hui, certifié Bicorp, ce qui faisait de nous la première entreprise certifiée Bicorp dans le monde de l'immobilier en France. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir été rejoints par d'autres sociétés de l'immobilier, et en particulier des sociétés qui agissent dans le monde du commerce, dans cette communauté qui porte, au-delà du profit recherché par les sociétés commerciales comme Arpasens, un impact positif en matière d'environnement, social et sociétal. Donc nous avons 4 pôles métiers qu'on dédie à ce sujet, qui est la transformation de l'immobilier, qui sont un pôle qui se dédie au conseil et à l'innovation, dans lequel on trouve des sujets qui sont aujourd'hui fondamentaux, qui sont ceux de la programmation. Et je pense que ça va être un des sujets qui sera un des traits de cette étude que nous allons réaliser à partir de 2022. Le design et l'aménagement intérieur, et l'immobilier responsable et la biodiversité et la biophilie, qui fait d'Arpasens la première société qui a eu en son sein l'ensemble des expertises qui permettent d'adresser des sujets clés, qui sont des sujets de l'adaptation au changement climatique, du bien-être, du changement des modes de vie, et des sujets de quelle est la place que nous devons avoir, nous, avec et parmi les vivants. Donc on a des échelles d'intervention qui sont assez grandes, puisque nous allons de la partie du quartier ou de l'échelle urbaine jusqu'à l'aménagement intérieur, avec une typologie d'actifs assez large, puisque nous couvrons à la fois les bureaux, les équipements publics, la logistique, le logement et le commerce, qui est le sujet qui nous occupe ce matin. Pardon. Donc on a 4 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant, qui sont celui de la transition environnementale, la santé et le bien-être, la transformation digitale et les nouveaux usages, et la biodiversité, je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui nous amène aujourd'hui à un moment qui est un peu un tournant, à cause de l'adaptation au climat qui s'avère être plus que nécessaire, et après cette crise du Covid qu'on subit maintenant depuis plus de 18 mois. Et ces 4 axes stratégiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un recul assez important sur ces problématiques nous conduisent à avoir des nouvelles réflexions sur 2 sujets. Et il y en a d'autres, mais je vais en citer que 2 ici, qui sont la redirection écologique, mais je laisserai Hervé vous dévoiler ce concept qui nous permettrait peut-être d'aller au-delà de la façon dont on voit aujourd'hui le développement durable, et le sujet des modes de vie. Et hier, la Fondation Palladio EY a rendu publique la synthèse de ces études et de son enquête, qui disait que dans le top 3 des tendances qui allaient transformer l'immobilier, il y avait 1, le climat, 2, le vieillissement de la population, et 3, le digital et les changements de mode de vie. Donc finalement, quand on a écrit ces slides, c'était il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on était déjà peut-être dans le vrai de ce qui va faire la transformation de l'immobilier. Donc je passe très vite. Aujourd'hui, on est une équipe de 100, basée à Paris, avec un territoire de jeu qui est métropolitain et des pays limitrophes comme la Belgique et le Luxembourg. Et on a des clients, et on est très heureux de travailler pour l'ensemble de ces clients dans le domaine privé comme dans le domaine public. Et je vais céder la parole à Hervé, qui va vous présenter le sujet de cette étude, qui est celle des zones commerciales et du lien avec le quartier du quart d'heure. Merci. Merci Gwenaëlle. Alors, cette étude est la 2e étude qui est faite au sein de Arpasens. On en a fait une l'année dernière sur la redirection écologique, dont le thème était est-ce qu'il est possible d'arrêter la construction neuve en Île-de-France, en partant de l'idée que l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France était un moyen de traiter les problèmes de limites planétaires.
Et donc, nous avons, cette année, Harpastrans a décidé d'avoir une étude qui était plus sur un objet concret, peut-être avec une thématique qui était moins provocatrice, même si le résultat de l'étude n'est pas aussi provocateur que le titre hein, de l'étude précédente, mais donc sur ce sujet. Et, donc, et ça s'inscrit dans une réflexion... prospective qui est menée par Harpastrans sur la redirection écologique. Donc la redirection écologique a été, c'est une approche qui a été développée par Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, qui ont écrit un livre qui est sorti au premier semestre cette année et qui vise à voir comment on peut mettre en place à la fois une société, une économie qui nous permettent de traiter de manière pérenne, durable, les évolutions qu'on doit faire de manière à ce que l'on ait une vie, une économie saine, développée, mais qui s'inscrive dans les limites planétaires. Puisque je dirais que la grande évolution aujourd'hui, c'est que même si pendant plusieurs siècles on a fonctionné par rapport à des idées, par rapport à des concepts, par rapport à des volontés, on est aujourd'hui obligé de s'organiser par rapport aux limites de la Terre. Et par rapport à ça, il faut à la fois inventer des systèmes économiques durables. Donc tout le monde sent bien aujourd'hui que le passage de la voiture à essence à la voiture électrique est sûrement nécessaire pour traiter cette question. Est-ce que pour autant la voiture électrique est quelque chose de pérenne dans le temps par rapport aux limites planétaires, par rapport aux limites des matériaux? Personne ne sait répondre aujourd'hui et tout le monde subordonne que ce ne sera peut-être pas suffisant. Et par rapport à ça, la démarche donc, de redirection écologique s'occupe aujourd'hui de deux problématiques principales. La première problématique, c'est la problématique des fermetures ou des arrêts des choses. Donc c'était un peu le thème de la précédente étude, c'est est-ce qu'on peut arrêter de construire? Et donc on voit bien qu'on va être, pour se mettre dans les limites planétaires, on va être obligé d'arrêter un certain nombre de choses. Donc, par exemple, dans le milieu de l'immobilier, on a l'arrêt de l'artificialisation pour préserver les terres étant importantes à la fois pour se nourrir et pour capter le CO2. Donc, c'est la raison fondamentale de l'artificialisation, c'est pas d'embêter les gens, mais c'est de préserver ce capital que nous avons pour être dans les limites planétaires. Donc on a cet arrêt, il y a aussi l'arrêt des chaudières à mazout qui est en cours. On voit qu'il y a toute une série d'arrêts qui sont enclenchés au niveau du secteur de l'immobilier. Et la deuxième, c'est l'héritage, c'est-à-dire que c'est l'idée de dire que la pensée, c'est de dire qu'on ne partira pas en faisant une table rase de ce qu'il y a, mais qu'on est obligé de tenir compte de l'héritage que nous avons. Nous sommes obligés de tenir compte de nos villes, de notre périurbain, de nos usines, de nos friches, et donc de nos friches industrielles. Donc on est obligé de tenir compte de cet héritage pour en servir de base pour notre future vie. Donc par exemple, un des enjeux aujourd'hui de redirection écologique, ce sont les stations de ski en moyenne montagne, et on voit bien que ces stations de ski en moyenne montagne n'ont plus d'avenir dans le ski. Et quel avenir on peut donner à la moyenne montagne? Sûrement d'ailleurs pas dans le tourisme, mais dans d'autres activités. Et donc vous avez, par exemple, dans le Jura, des réflexions assez avancées sur ce sujet. Donc c'est ça la notion de redirection écologique, c'est de se donner des moyens pour rendre la transition écologique durable, hein, si je simplifie le propos. Et donc là, l'idée c'est de travailler sur les zones d'activité commerciale. Alors, on le fait donc avec le master Anthropocène, un master qui a été monté par Diego, Alexandre et Emmanuel, donc qui ont monté ce master, et qui est le premier master qui est dédié à la stratégie et au design sur l'Anthropocène. Alors, aujourd'hui, c'est plus en titre le premier, parce qu'il y a beaucoup de masters de ce type, mais c'était il y a 3 ans le premier master qui était dédié à ces questions et qui vise à créer, à former les gens à la redirection écologique et former des gens qui font de la redirection écologique. Alors l'étude, elle porte donc cette étude. Donc nous avions fait cette première étude en interne au sein de Harpastrans avec des consultants de Harpastrans. Et donc ce que nous vous proposons, c'est de vous présenter cette étude, sachant que nous proposons d'ouvrir cette étude à des extérieurs, de travailler donc avec des modes de travail sur cette question. L'étude interne se déroulant dans l'année 2022, donc d'ouvrir le jeu sur ce sujet. Et donc la question, c'est comment, comment les centres commerciaux et les zones d'activité commerciale peuvent-elles devenir des futurs quartiers du quart d'heure. Alors, dans cette étude, nous traiterons tout type
de zones d'activité, qu'elles soient des zones commerciales, des villages de marque, des centres commerciaux. Et de même, tout type de... Donc nous pensons aussi que la question ne concerne pas simplement les friches commerciales ou les débuts de friches commerciales, mais cette question concerne aussi toutes les centres commerciaux, alors je vais expliquer après pourquoi, et toutes les zones de marque, etc. Parce que nous pensons qu'il y aura une évolution drastique dans les 30 ans à venir des surfaces commerciales pour tout type de zones d'activité et de zones commerciales. Et donc la deuxième chose, c'est est-ce qu'elles peuvent venir des quartiers du quart d'heure. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont menés pour faire évoluer ces zones d'activité. Ça peut être, comme Sophie l'a indiqué, ça pourra être de faire des zones d'entertainment, de loisirs, etc. Ça pourrait être aussi d'en faire des zones de logistique, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une révolution de la logistique urbaine et la logique du dernier kilomètre qui est en jeu, et ces zones sont, etc. Le pari qu'on a fait, c'était que nous voulons réfléchir pour comment on peut en faire des quartiers, sachant bien sûr que dans le cadre de cette étude, on réfléchira aux autres positionnements concurrentiels de ces zones d'activité et de voir quels sont les plus et les moins de ce positionnement de quartier sur le sujet. Gwen, n'hésite pas à me prévenir si je suis trop long. Et des quartiers donc, du quart d'heure, donc on a pris ça, même si naturellement on étudiera d'autres types d'évolution de quartiers, mais l'idée c'est de voir comment on peut en faire des quartiers. Aujourd'hui il y a beaucoup de projets où on rajoute des logements, on réfléchit à rajouter des logements, à rajouter d'autres fonctionnalités. Là, l'idée, c'est de dire, mais comment, d'ici 20-30 ans, ces zones deviennent des quartiers qui s'inscrivent dans des villes ou dans des tissus urbains ou qui s'inscrivent dans du périurbain, parce qu'il y a plusieurs possibilités sur ce sujet. Et à quelles conditions, donc, de faisabilité. Alors, pourquoi donc, je vais être bref et peut-être brutal. Donc, nous pensons qu'il y a entre 35 et 50% des surfaces commerciales qui sont menacées d'ici 2050. Donc, nous pensons qu'on est vraiment à l'orée du digital, que l'on n'a pas aujourd'hui mesuré toutes les conséquences qu'aura la révolution digitale, mais en 2050, cette révolution sera actée. On voit aujourd'hui qu'en Asie, on est à 25% de e-commerce. En France, on est à 15% et les projections asiatiques sont à 40-50% de e-commerce et maintenant s'accélérant. Naturellement, le e-commerce ne va pas forcément supprimer toutes les surfaces commerciales, aura besoin de certaines surfaces commerciales, mais pour le moment, plutôt des entrepôts et des drives que des surfaces commerciales en tant que telles, et sûrement beaucoup moins de surfaces commerciales qu'en a besoin aujourd'hui nos systèmes de distribution. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il y a entre 40 et 50% des surfaces qui sont menacées, ce qui fait que le problème qui est évoqué sûrement du commerce centre-ville et commerce périurbain, c'est un problème général, c'est-à-dire que tous les domaines et les secteurs seront concernés sur ce sujet. Deuxième point, c'est qu'il y a une articulation complexe avec les villes, et ce projet a une articulation complexe avec les villes. Je pense qu'en Europe, nous sommes une civilisation, donc c'est un des paris que nous faisons, des présupposés, nous faisons que le pari que les villes françaises voudront sauvegarder leur centre-ville. Voilà, les villes françaises, et d'ailleurs les villes européennes, mais le modèle européen est un modèle où on préserve les centres-villes. Et donc il y a une adaptation qui est faite par rapport à une priorité qui est donnée sur le centre-ville. Et donc l'action cœur de ville a démarré sur le cœur de ville, et c'est bien une des raisons. Et on voit bien en Italie, en Allemagne, que ce concept de centre-ville est un concept majeur, ce qui n'est pas forcément le cas des États-Unis, par exemple, où la notion de centre-ville, de downtown, n'a pas la même signification que notre centre-ville. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'on va faire des quartiers, transformer ces zones d'activité commerciale en quartiers, pose des questions non seulement de faisabilité et d'attirance, mais aussi d'articulation par rapport au centre-ville et à la ville, puisque c'est une chose de rajouter quelques logements, c'est une autre chose de faire un quartier, éventuellement de créer une centralité secondaire dans une ville, ça nécessitera une réflexion politique. Oui, je vais aller plus vite, hein. Mais je ferai vite sur les autres. Et le dernier point, c'est que naturellement, il y a une emprise financière considérable. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une emprise foncière considérable, enfin considérable, importante. Considérable, c'est pas la première, importante. Les chiffres tournent autour de 5 millions de mètres carrés. Je pense que c'est toujours un peu des problèmes d'avoir des chiffres précis sur le commerce. 5 millions de mètres carrés, je ne suis pas sûr que les 5 millions de mètres carrés tiennent compte des millions de mètres carrés des centres-villes, etc. Donc il y a des ajustages à faire sur un. Donc il y a un potentiel et on voit bien dans la recherche
en particulier liées à l'artificialisation, que ce potentiel de ces surfaces-là est un potentiel important pour redéfinir le devenir des villes à l'égal des friches industrielles ou autres objets qui sont en cours de réflexion actuellement. Alors, donc sur cette étude, l'angle spécifique qui sera fait, c'est que je voudrais insister, c'est que l'on va travailler, est-ce que en faisant ces quartiers, on participe à une redirection écologique et en particulier adoptable. Donc, une redirection écologique, c'est-à-dire, est-ce qu'en faisant ces projets, on participe au fait qu'on intègre les projets dans les limites planétaires et on participe à la réduction de l'empreinte environnementale de la ville. Donc ça, c'est un présupposé fort du sujet. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien sûr renforcer l'habitabilité. Et je dirais, on a un contre-modèle aujourd'hui, alors avec des avantages, des inconvénients, des débats qui sont à travailler. On a un peu un contre-modèle aujourd'hui qui est le périurbain. C'est sûr que si c'est pour transformer les zones d'activité commerciale qui urbanistiquement ont des progrès à faire, en du périurbain classique tel qu'on le connaît depuis les années... je pense qu'on n'aura pas progressé dans la ville. Donc il y a bien cette question de si on les transforme en quartier, comment ce quartier est un quartier qui participe à la notion d'habitabilité, sans parler donc des problèmes d'habitabilité. Je fais bien sûr aussi référence aux problèmes que rencontrent les gilets jaunes, qui sont devenus un marqueur de la réflexion sur ce sujet. Deuxième point, c'est est-ce qu'il anticipe les modes de vie? Donc sur ce point-là, nous prendrons en compte, il y a toute une série d'études qui ont été faites qui définissent finalement les futurs modes de vie qui sont souhaités aujourd'hui en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes, etc. Et donc, est-ce que ces quartiers, dans ces zones d'activité, participeront à ça? Et après, est-ce qu'il y a une acceptation sociale et sociétale sur ces projets, sur ces créations de quartiers? Quelles sont les conditions de cette acceptation et quelles sont les conditions aussi du dialogue qui est amené pour faire accepter ces projets? Sachant que, j'ai oublié de le dire auparavant, l'avantage des zones d'activité commerciale, c'est qu'elles ont les aménités par rapport à d'autres quartiers qui n'ont pas d'aménités. Il y a les commerces, il y a la variété des commerces, il y a les pharmacies, il y a les médecins. On commence à avoir les entertainments, il commence à avoir les espaces de coworking. On voit donc que l'infrastructure, zone d'activité commerciale ou zone centre commercial, permet de répondre déjà à tout un aspect d'aménité qui est important dans la vie des quartiers. C'est un des grands atouts que nous trouvons à cet élément. Alors donc, on va, j'irai un peu plus rapidement, on va donc... mesurer la pertinence de ces évolutions environnementales, urbanistiques et économiques et sociétales, puisque c'est un nouveau modèle d'économie à développer. C'est un des sous-segments de la nouvelle économie qu'il faut développer de la ville. L'économie de la ville, l'économie était bâtie sur une économie de la nouvelle construction. Il faut inventer des nouvelles économies basées sur le recyclage de la ville, sur le recyclage des terrains. Donc ça participe à ce travail. Quand je dis ça, c'est que par exemple, il y a eu tout un effort fait pour les friches industrielles. Est-ce qu'il faut faire des fonds équivalents aux fonds friches? C'est une des questions que nous souhaitons traiter. Quelle est l'attractivité de ces projets? On voit bien qu'il y a un certain nombre de projets qui paraissent attractifs et qui se heurtent aujourd'hui à des réticences sociales fortes. Dans le milieu de l'environnement, moi je suis breton, les éoliennes bretonnes, tout le monde était d'accord il y a 10 ans et aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas en faire. Donc on voit qu'il y a des retournements aujourd'hui de perception qu'il nous faut à notre traité. Et la deuxième chose, c'est quelle est la condition d'évolution politique, réglementaire, économique. Et j'ai rajouté cosmologique, parce que dans la réflexion de la redirection écologique, il est important. Qu'est-ce que c'est la cosmologie? C'est la façon dont les gens voient le monde des relations avec les hommes et du monde de relations avec la nature. Et donc, est-ce que l'on peut, à partir de là, développer des cosmologies, donc des façons de partager le monde et de vivre le monde différentes? Aujourd'hui, nous avons en France un problème de cosmologie. Vous avez des gens qui sont pour la voiture et le mode de vie de voiture. Vous avez des gens qui sont pour le mode de vie vélo et, alors je prends un sous-exemple, vélo et marche. C'est deux cosmologies, deux façons de voir le monde, deux façons de voir les relations avec les personnes, deux idées, deux façons de voir la nature qui sont différentes et qui se télescopent aujourd'hui. Et Paris est un peu un épicentre de ce télescopage de cosmologie. Donc, nous avons la volonté d'avoir dans cette étude une part
ne sommes pas des anthropologues, mais une part anthropologique sur cet aspect. Je vais rapidement passer, vu le temps que j'ai. Donc on a organisé, voilà, Harpastrans, c'est une société de conseil et d'ingénierie. Donc nous avons fait des phasages entre le diagnostic, le concept et l'adaptation de concept. Nous souhaitons l'appliquer dans 3 cas. Donc nous avons déjà 3 cas, mais justement dans le partenariat, nous avons 3 cas, ou 3 ou 4 cas, ou 5 cas. Pour les partenaires qui voudront venir, nous sommes ouverts à ce qu'il y ait des cas spécifiques qui soient traités. Voilà, donc je vais rapidement passer pour te laisser la parole, Gwen. Donc on fait un diagnostic, vous aurez les slides, on fait un diagnostic sur ce sujet, vous verrez les points qui sont traités. On détaillera et on verra comment on peut configurer le quartier du quart d'heure et ses éléments par rapport aux zones d'activité commerciale. On fera une deuxième partie sur le concept, c'est comment ces concepts-là s'adaptent à des villes, s'adaptent à des régions. Nous pensons par exemple que le concept de quartier du quart d'heure en Île-de-France n'est pas le même que le concept du quartier du quart d'heure à Brest. Voilà, donc il y a des ajustements à faire liés à des environnements. Et deuxièmement, quelles conditions de réussite sur ce type de projet qui sont en cours d'initiation sur le sujet. Donc, les écueils, je vous rappelle, c'est l'écueil d'éviter de refaire finalement un périurbain ou un équivalent, un ersatz de périurbain. Et l'autre écueil, c'est d'avoir des projets tellement puissants ou tellement qu'ils ont un rejet de l'infrastructure, de l'urbanisme autour. Donc on appliquera ça à des sites et on en déduira des éléments. L'autre élément important de cette étude, c'est que nous pensons que pour réaliser ces projets, qui nécessitent 20-30 ans, il faudra inventer de nouveaux acteurs, il faudra inventer de nouvelles structures juridiques, il faudra inventer de nouvelles économies. Nous avons vécu à la fois le changement qu'il y a dans le bureau, où on voit qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont créés récemment dans le bureau. On voit dans la friche industrielle, il y a 5 ans, on ne connaissait pas la notion d'urbanisme temporaire. Aujourd'hui, un projet de friche sans de l'urbanisme temporaire n'est plus un projet de friche. Donc nous pensons qu'il y a aussi à anticiper ce type de nouveaux acteurs et de nouvelles procédures par rapport à ce sujet. Voilà, donc c'est une étude prospective, je qualifierais presque par synthèse utopique, mais concrète et pragmatique, puisque nous voulons déboucher, atterrir, comme dirait Bruno Latour, nous voulons atterrir sur des cas concrets et des cas qui naturellement s'inscrivent dans la durée, puisque la transformation en quartier nécessite 10, 20, 30 ans pour arriver à un quartier. On a l'habitude, donc tout ça c'est très bien. Donc comment s'organise cette étude? On a déjà mobilisé une équipe de travail qui a commencé déjà à se rencontrer pour avancer sur le sujet du concept que Hervé malheureusement n'a pas eu le temps de vous brosser de manière plus détaillée que ce qu'il vient de faire dans les 2 dernières minutes. Donc on a la chance, au-delà de Hervé et moi-même, qui en plus, dans le passé, avons travaillé à des transformations de bouts de ville industriels. Donc c'est des sujets aussi qui nous ont déjà réunis avec un grand plaisir de travailler à ces transformations de ce que seraient des futurs espaces. Donc seront mobilisés donc Hervé et moi-même. Donc Catherine, que vous ne voyez pas là, parce qu'elle va intervenir elle-même dans une quinzaine de minutes sur le sujet des modes de vie et des logements. Donc je pense qu'elle est en train de se préparer comme une bonne consultante, comme l'évoquait Hervé tout de suite. Et on a la chance que Sophia Verguin, qui est dans la pièce et qui mène actuellement une thèse au sein de Arte Charpentier sur, elle le dira beaucoup mieux que moi, mais le renouvellement du commerce et des zones commerciales. Et donc nous avons invité Sophia, qui a accepté de faire partie de notre groupe de travail et qui apportera aussi son expertise et ses projections par rapport à ces aspects de zone commerciale. Et également le directeur de son sujet, qui est Arnaud Garnier, maître de conférence HDR en géographie et en aménagement à l'Université du Mans. Et enfin, Alexandre Monin, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est, outre l'un des concepteurs de ce concept de redirection écologique, aussi le directeur du master qui nous accompagne sur le sujet et qui nous a accompagnés sur l'autre étude qu'a évoquée Hervé tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une présentation
hier, qui est celle de arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Est-ce que c'est une solution pour pouvoir atteindre les limites planétaires? Je le dis parce que peut-être que ça n'a pas été suffisamment dit tout à l'heure, quel était le thème de cette étude, qui nous paraissait très brutale au démarrage quand on l'a menée, et qui finalement rencontre assez bien des questions qui se posent au CIMI pendant ces 3 jours. Et là aussi, on arrive sur quelque chose qui est opérationnel, et c'est ce qu'on souhaite pour cette étude, avec ce premier groupe de travail qu'on souhaite élargir en invitant d'autres personnes et des opérateurs à nous rejoindre pour nous proposer des études de cas ou des collectivités, donc opérateurs du commerce, opérateurs collectivités et autres opérateurs acteurs sur le marché du commerce, qui auraient à cœur de partager avec nous et de profiter aussi des travaux que nous allons mener. Donc autour en particulier de la participation, on veut que ce soit une démarche qui soit ouverte et qui respecte aussi la façon dont les partenaires souhaitent ou pas dialoguer. Il y a peut-être des sujets qui ne seront pas partageables et on acceptera que ce ne soit pas partageable. Il y a des sujets qui seront partageables avec certaines conditions, on respectera ces conditions, on pourra écrire ces conditions. Et donc on a 6 réunions qui ont été déjà plus ou moins programmées, qui sont en janvier, mars, avril, juin, septembre, novembre, qui donc 6 réunions au cours desquelles seront proposées des thématiques de co-travail avec l'ensemble de l'équipe qui nous entourera, et une réunion qui se positionne à peu près à mi-parcours au mois de mai, qui sera une réunion où on aura la chance d'avoir une vision du Master Design Strategy and Design for the Anthropocène, avec une réunion avec la promotion du Master, qui travaillera sur les atouts et faiblesses du concept au regard de ce concept de redirection écologique et tout ce qui l'emporte, qui sont un processus d'enquête avec la problématique de la cosmologie qu'a évoqué Hervé, mais aussi la problématique des attachements, c'est-à-dire que les acteurs, les collectivités, les visiteurs, toutes les parties prenantes à une zone commerciale, les voisins, ont des attachements. Et il faut travailler avec ces attachements, sans quoi on risque de produire des concepts qui ont une tangibilité, une pertinence sur le papier, mais qui ne rencontreront jamais leur public, qui est ceux qui doivent faire les projets. Le partenariat, il est un co-travail sur l'étude, une participation qu'on demandera active aux réunions, une proposition d'un cas d'étude et une participation à un événement qu'on souhaite réaliser à la fin de cette étude, qui mettront en lumière, autant que le souhaiteront les partenaires, les études de cas qu'ils auront bien voulu nous partager. Et enfin des livrables qui seront, on vous propose une implication et donc une ouverture sur les travaux que nous allons réaliser. Un rapport, des préconisations opérationnelles qui soient adaptées, qui n'iront pas jusqu'à faire un projet qui serait potentiellement déposables en tant que tels, mais qui vous permettront d'avancer sur vos réflexions, et un événement comme je l'ai évoqué. Et comme on sait que ces sujets sont adressés partiellement avec un certain angle d'attaque par certains, cette petite phrase en bleu dit aussi que voilà, si on doit s'adapter, on s'adaptera à ce que souhaitent les partenaires qui nous rejoindront. Donc les atouts, c'est une approche ouverte, centrée sur les limites planétaires, c'est ce qui fait peut-être sa singularité parmi d'autres projets de ce type, une approche qui va être pragmatique et une recherche de conditions et de modalités de réussite pour que ça puisse se faire avec une planification qui n'est pas forcément demain, qui peut être après-demain, mais une planification qui soit faisable. J'en ai terminé pour l'étude. Vous aurez peut-être des questions et dans ces cas-là, étant donné que je pense qu'on ne doit pas être très bon sur le timing, comme à notre habitude, c'est pas si mal. On restera juste après les quelques slides que j'ai encore à passer un peu ici devant, et sinon on est au stand G42. On a eu la chance de parler au CIMI 6 fois, donc on est toujours assez bavard, et on respecte jamais trop les 30 minutes, mais c'est pas très grave, donc vous trouverez, si ça vous intéresse les thèmes, si vous voulez nous en parler sur notre stand, qu'on est au G42, et je voulais simplement évoquer le fait que le sujet du commerce va aussi nous occuper un petit peu la semaine prochaine, puisque CityLink fait paraître son ouvrage qui s'appelle « Le commerce dans tous ses étals ». Et donc nous avons été partenaires et nous avons soutenu l'ouvrage de CityLink qui sera donc présenté à la CCI. Donc je pense que vous pouvez encore vous inscrire sur Eventbrite. J'ai l'impression que c'est maintenu en présentiel, et aussi en distanciel, mais aussi en présentiel. Et le bouquin sortira, je crois, dans les librairies ou dans les véhicules de commerce sur l'ouvrage le 15 décembre également. Et je vous remercie pour votre attention.